Et on va démarrer avec Olga Gomez et Séquence. Merci Olga. Merci et bonjour. Bonjour à tous. J'interviens dans le cadre d'une opération que nous réalisons actuellement sur la commune de Bussy-Saint-Georges, qui est une opération de 45 logements collectifs. Donc là, on repart effectivement sur une opération d'une envergure un peu plus importante que ce qui a été présenté dans un premier temps avec les maisons en paille. Alors, on va être très exactement en bois paille. En fait, ce sont des caissons de bois remplis avec des bottes de paille. Donc, nous allons avoir des épaisseurs de murs assez importants puisque c'est une botte de paille, finalement. Nous avons été lauréats de cette opération en tout début 2020, donc assez précurseur sur le logement collectif. De ce côté-là, début 2020, donc avec les Pamarnes, on est sur la ZAC des Sycomores. Nous sommes très contents, le chantier est en cours. Donc nous sommes en cours, nous sommes sur une livraison qui devrait intervenir à peu près au premier trimestre 2026, donc fin mars 2026 sur cette construction. On est en cours, ça s'est très bien passé. En fait, on s'est vraiment adjoint de personnes sachantes sur le site. On a 4 macrolos. On s'est adjoint la technicité de MEA. Et ensuite, les lots techniques, c'est surtout électricité, plomberie et VRD1 qu'on a dissocié. Sinon, on est vraiment sur un macrolot, une grosse œuvre, structure important. Très important pour nous. Alors, Séquence, c'est une filiale du groupe Action Logement. Action Logement qui a des ambitions très importantes en décarbonation depuis très longtemps. Moins 55% en vision 2030. Donc effectivement, c'est un projet que nous portons de manière importante. Nous n'avons pas rencontré de difficultés particulières quant à la mise en œuvre et je pense que ça, c'est important. La fiche de l'eau avait été très environnée en amont, sachant que on peut aller jusqu'au R+2 sans rencontrer de difficultés particulières. Et je regarde donc le bureau de contrôle à ma gauche, qui ne pourra que acquiescer sur ce sujet, sachant que nous avons donc le dernier niveau, donc R+2 plancher bas, qui est accessible donc à moins de 8 mètres. Et en fait, on peut construire jusqu'à 8 mètres. Le niveau accessible, le dernier niveau accessible, s'il est inférieur à 8 mètres, en fait, on ne rencontre pas de difficultés particulières. Je sens qu'il va être content de prendre la parole à la suite. Donc, pas de difficulté, le chantier est en cours, la paille arrive, tout se passe très bien. Voilà, nous sommes vraiment ravis. En termes de carbone, on est en E3C2 hein, sur cette opération, donc on a encore une fois des ambitions très importantes. Et en termes de granulométrie, on a réussi quand même à respecter une granulométrie hein, qui va du T1 au T5. Donc, on n'a pas de difficulté quant à la typologie des logements que nous pouvons prévoir à l'intérieur des bâtiments. Voilà. Après, on a 7 cages d'escalier parce qu'effectivement, on est en R+2. On a voulu ne pas avoir de contraintes plus importantes en fait, sur la hauteur des bâtiments. Donc, c'est pour ça qu'on a multiplié les cages d'escalier. Mais ça se passe très, très bien. Voilà. Et l'entreprise attributaire du lot clos couvert. Alors, c'est l'entreprise attributaire, donc c'est ZUB avec les services de MEA. Et l'architecte NZD. Et l'architecte NZD, oui, c'était sur le slide précédente. Ils n'ont Voilà. pas pu venir aujourd'hui. Alors, c'est des caissons de bois remplis de paille, de bottes de paille. Sachant, alors, on a le rez-de-chaussée qui est en béton. Parce qu'on n'a pas de difficulté particulière sur le site, si ce n'est à un moment donné un problème de coût. Sachant que nous, le coût, on a remarqué, on était à peu près au double au mètre carré par rapport à une construction traditionnelle. En revanche, comme nous gardons les logements plus de 50 ans dans le patrimoine, nous sommes bailleurs sociaux,
Nous sommes très attentifs en fait au bas de quittance des locataires et chaque euro gagné sur les charges et nous sortir des énergies fossiles est très important également. Donc chaque euro de gagné sur les charges des locataires, est un succès, pour nous et en fait, on compte beaucoup là-dessus et on pourra, de manière certaine récupérer en fait, hem, sur les la gestion ultérieure. Voilà et le but, c'est de ne pas avoir d'impayés également. Donc voilà. Pourquoi le choix du macrolot pour construire? Parce que nous n'avions aucune expérience, sur ce mode constructif et on voulait absolument, arriver au bout et réussir. Merci. Alors, on gardera peut-être les questions à la fin de cette table ronde. On va essayer d'enchaîner. Éventuellement, vous verrez peut-être des réponses d'autres intervenants. On va passer la parole à la PAV. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Merci Olga, en plus, pour la petite introduction sur les aspects de ce qu'on peut construire à 8 mètres, etc. Alors, je vais essayer de ne pas vous faire peur, je vais essayer de ne pas vous assommer avec des sujets trop techniques, etc. Moi, l'idée, en tant que bureau de contrôle, c'est de vous apporter un peu un éclairage de mon point de vue sur voilà, comment bien aborder un projet qui va intégrer de la paille, un peu les étapes clés, les points de vigilance et les petites choses à surtout pas oublier pour que ça se passe bien. Alors, la première chose à faire, avant même de se dire qu'est-ce que je fais, etc., c'est déjà de se dire aujourd'hui, ok, je veux pousser sur une construction paille, très bien, mais qu'est-ce que je veux faire exactement? Où est-ce que je veux en mettre? Est-ce que je l'utilise en isolant? Est-ce que je veux faire de la paille porteuse? On a parlé de paille hachée un petit peu, etc. Donc ça, c'est la première chose, c'est déjà d'environner votre sujet, de bien le définir, de se dire, ok, voilà, moi ce que je veux faire, ou voilà ce qu'on m'impose, et sur quelle dimension vous voulez le faire. Est-ce que c'est de l'expérimentation que vous voulez faire? Est-ce que c'est un projet complet? Voilà. Est-ce qu'on fait le R1 et R2, mais le rez-de-chaussée, on le laisse en béton, etc. C'est la première chose à faire parce que de là va découler aussi l'analyse de risque que vous allez en faire, les problématiques, etc., etc. Donc, une fois que vous êtes un peu au clair sur les idées, ce que vous avez envie de faire, il va falloir définir le cadre assurantiel. Je fais un tout petit pas de côté tout de suite. Aujourd'hui, en France, quand vous construisez, vous avez deux aspects, en tout cas d'un point de vue bureau de contrôle, nous, vous avez deux aspects à respecter. Vous avez le cadre réglementaire. Donc ça va être les lois, ce qui derrière découle, il y a des décrets, des arrêtés, etc. Grosso modo, c'est du noir ou blanc. C'est-à-dire le cadre réglementaire, vous devez le respecter, c'est derrière, sinon, vous pouvez être pénalement responsable. Et puis, vous avez le cadre assurantiel. Le cadre assurantiel, aujourd'hui, c'est comment vous faites pour assurer votre bâtiment dans la durée. Et dans ce cadre assurantiel, vous avez un certain nombre de choses qui sont plus ou moins définies, acceptées par les assurances, etc. Mais c'est pas du noir ou blanc. C'est pas je coche la case ou je coche pas la case. Aujourd'hui, c'est il faut que mon bâtiment il soit pérenne et qu'il puisse être assuré. Donc, dans ce cadre-là, les assurances, elles ont défini deux aspects pour votre bâtiment. Un, soit vous êtes en technique courante, soit vous êtes en technique non courante. Assez vite. Technique courante, c'est pour tous les constructeurs, c'est tout ce qui est aujourd'hui les normes, les DTU, les règles professionnelles, les avis techniques et les ATEX. Ça, aujourd'hui, vos assurances, à partir du moment où vous êtes dans ce cadre-là, normalement, elles ne vous posent même pas de questions. Et puis, vous avez les techniques dites non courantes. Dès que vous sortez de ces aspects-là, vous serez tagué technique non courante, et là, les assurances vont commencer à vous poser des questions. Alors, vous disiez, Olga, on ne peut pas construire au-dessus du R+8, du plus de 8 mètres, et au-dessus du R+2. Si, on peut construire au-dessus du R+2. Par contre, comme vous le disiez, effectivement, quand on est en technique courante, c'est facile. Quand on est au-dessus, il faut se poser quelques questions. Il faut réfléchir un peu. Il faut se rapprocher de ses assurances, il faut se rapprocher de son bureau de contrôle, discuter, etc. Ok, comment on fait? C'est quoi le risque? Qu'est-ce qu'on amène, etc. Je repasse ce petit tableau-là. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est la C2P qui l'a mis en place. La C2P, c'est la commission sur laquelle s'appuient les assurances pour savoir qu'est-ce qui rentre dans les techniques courantes et les techniques non courantes. Donc, ils ont fait un beau tableau que tous les bureaux de contrôle connaissent par cœur, parce que grosso modo, quand vous êtes en vert, et donc tous les textes référentiels, etc., qui sont dans le vert, c'est de la technique courante pour nous. Tout ce qui passe à droite, en orange, c'est de la technique non courante. J'ai remis en gros, aujourd'hui, il faut savoir que pour la paille, les règles professionnelles paille qui ont été présentées de 2012 sont bien en technique courante. Alors ça couvre certains domaines d'application, on l'a dit, c'est-à-dire les bâtiments dont le plancher du dernier niveau
et tu as moins de 8 mètres. Tout ce qui va sortir de là, et c'est que pour de la paille, de l'isolation paille. Donc aujourd'hui, tout ce qui va être paille porteuse, tout ce qui va être paille hachée, tout ce qui va être au-dessus du 8 mètres, effectivement, est en technique non courante. C'est pas pour ça qu'on ne peut pas le faire. Aujourd'hui, voilà, quand je vous dis qu'on peut le faire, hein, nous aujourd'hui, on a beaucoup de projets où on est en technique non courante. C'est pas que c'est impossible, c'est juste qu'il va falloir se poser les questions, comment on fait. La première chose, c'est on va aller discuter avec les assurances. Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que vous acceptez de nous couvrir? Dans quelles mesures? Dans quelles conditions? Etc. Puis là, les assurances vont décliner. Ça sera peut-être simplement une surprime. Entre guillemets, charge à vous aussi de l'inclure dans votre bilan financier d'opération. C'est pas forcément plus compliqué que ça. Après, ça va être, on va définir sur quoi porte la technique non courante. Est-ce qu'il faut passer par une procédure ATEX ou non? Est-ce qu'on peut être sur un simple avis de chantier, des choses comme ça? Il faut être conscient aussi, quand vous faites de la technique non courante, c'est tous les acteurs qui doivent être assurés. Donc, c'est pas juste vous en tant que maître d'ouvrage ou maître d'œuvre, c'est que aussi les assurances qui vont faire doivent être couvertes. Et puis, ça veut dire qu'on va rentrer dans une analyse de risque, dans une analyse des données, etc., où il va falloir peut-être pousser un peu plus loin la conception que ce qu'on fait d'habitude. Il va peut-être falloir réaliser quelques essais, il va peut-être falloir mettre en place quelques procédures, quelque chose comme ça. Mais pas forcément des choses qui sont impossible, loin de là. Après, voilà, pour rentrer un peu plus dans le dur, les petits points, les petits points de vigilance quand on conçoit un ouvrage en paille. Le premier, c'est, voilà, on a posé le cadre, on sait dans quel contexte on est, technique courante, technique non courante. Derrière, voilà, il va falloir effectivement avoir des acteurs de la conception qui ont un minimum de réflexe sur la paille pour pouvoir gérer aujourd'hui, voilà, comment on gère les interfaces, comment on va gérer les finitions, où est-ce qu'elle paraît le plus utile et la plus pertinente d'avoir de la paille, etc. Il va falloir vérifier que par rapport à la réglementation, on rentre dans les clous. Donc là-dessus, peut-être potentiellement, dans le contexte dans lequel on est, des essais soit à prévoir, soit à s'appuyer sur des essais qui ont déjà été réalisés. Et le collectif Paille, avec le RFCP, en pousse beaucoup aujourd'hui et ont une bibliothèque d'essais assez conséquente, enfin qui est de plus en plus conséquente. Voilà, déterminer ce qu'il faut un ATEX et intégrer tout ça dans sa conception d'ouvrage et dans son futur planning d'opération. Des petites choses très rapides, je ne rentre pas trop dans le détail, pardon, je me laisserai regarder, mais aujourd'hui, les deux enjeux sur la paille, nous en tant que bureau de contrôle sur lesquels on fait attention, c'est l'eau et le feu. On a dit que tout à l'heure ça brûle pas, on va revenir quand même sur 2-3 aspects, mais grosso modo c'est ça. L'eau, faut avoir en tête que vous avez l'eau qui vient de l'extérieur, l'eau de pluie, l'eau de ruissellement, etc. Vous avez la vapeur d'eau. Et puis, vous allez avoir l'eau qui est à l'intérieur du bâtiment parce qu'elle circule, parce qu'on en a besoin. Donc, toutes les canalisations, que ce soit les descentes d'eau, de pluie, etc., ou les canalisations d'adduction d'eau, de chauffage, etc. Et en fait, c'est tous ces sujets-là qu'il faut vraiment bien intégrer dans la conception parce que la paille, par contre, est très pérenne à partir du moment où elle a été posée dans des conditions d'hygrométrie, etc. À partir du moment où vous commencez à mettre de l'eau dedans, ça ne se passe pas bien. Et c'est là où on va avoir les sinistres. Donc ça c'est voilà, un des points critiques à bien faire attention. La deuxième chose, comme je vous le disais, c'est le feu, c'est la sécurité incendie. Là-dessus, on va regarder un petit peu, on a des textes réglementaires. Aujourd'hui, la loi permet en plus d'ouvrir un peu les chakras et de prouver par des essais que ça fonctionne. Donc il faut regarder, soit on rentre dans un cadre qui est bien défini dans la réglementation, on a des notions de propagation au feu par la façade, des notions de C+D, on va avoir, voilà, on a des choses qui fonctionnent et on le sait, on a des guides aujourd'hui qui fonctionnent et qui expliquent comment faire des constructions en paille, des façades en bois paille, justement, des choses comme ça. Et puis après, sinon, c'est peut-être se dire, si on rentre pas dans ces cadres-là, peut-être se dire, on va prévoir dans le cadre de notre projet les essais nécessaires pour prouver que ça fonctionne. On est reparti en arrière, je ne sais pas pourquoi. Voilà, bon après derrière, une fois que vous avez tout ça, au moins vous pouvez faire une estimation financière, mais ça, en tant que bureau de contrôle, on a moins de légitimité à la regarder. Et après, voilà, un sujet important, ça va être la consultation des entreprises. Et je pense que vous avez bien identifié ça vite chez Séquence, c'est-à-dire que effectivement, on est sur des sujets, c'est pas que c'est impossible, mais qui sont un peu méconnus. Donc aujourd'hui, c'est primordial quand vous consultez les entreprises de se rapprocher d'entreprises qui sont capables d'amener de la compétence, alors que ça soit en s'associant avec d'autres personnes ou que ça soit parce qu'elles ont des vraies références. Ça, c'est primordial. Nous, aujourd'hui, en tant que bureau de contrôle, c'est des choses qu'on détecte très très vite. Les acteurs qui n'ont pas forcément
de référence ou de vraies références qui sont arrêtés à des stades concours, des choses comme ça. Et donc ceux qui ont les réflexes de construction paille et ceux qui ne l'ont pas, je peux vous dire que ça va très vite. Et ça se ressent très vite sur un chantier quand on a des acteurs qui sont pas à l'aise avec le sujet. Il y a beaucoup de il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites par méconnaissance du sujet. Des petites choses, voilà, quand je vous disais, des petites erreurs, des choses qu'on rencontre sur chantier. Vous avez sorti le Loelec et ça m'a, voilà, je me suis dit, bah c'est bien, ça fera une belle transition avec les photos. Ça, c'est des choses rencontrées sur chantier. Ben voilà, quand les entreprises doivent être formées, il faut avoir en tête que c'est toutes les entreprises qui interviennent, parce qu'un plombier, un électricien qui interviennent, qui font comme d'habitude dans leur mur en béton, ça peut poser 2-3 problèmes. Donc c'est important de se dire à un moment d'agréger ces gens-là. Et si vous êtes conscient, enfin voilà, vous avez des entreprises, vous savez qu'elles ne le sont pas, c'est important aussi de les pousser à aller se faire former et à se faire, et à se faire accompagner sur le sujet, qu'elles n'attaquent pas un chantier sans ces connaissances-là. Sur la mise en œuvre et sur le chantier, les phases un peu critiques aujourd'hui, parce que quand la conception est bien faite, on a des choses bien faites, de temps en temps on a des sujets sur la paille avec la préfabrication qui se font bien. Sur chantier, les gros points de vigilance aujourd'hui, ça va être toute la logistique principalement. À nouveau, voilà, il y a deux choses, c'est-à-dire l'eau, le feu toujours. Donc tout ce qui est conditions de stockage, de transport, quand vous faites de la préfabrication, etc., attention, c'est-à-dire que la paille qui arrive, elle est faite en usine, en atelier ou même sur place, elle a une certaine condition d'hygrométrie. Derrière, vous stockez comme d'habitude, sans protection à l'eau, sans rien. Potentiellement, vous pouvez tout mettre à la poubelle et reprendre. Le feu, pareil, on a dit la paille résiste bien au feu. Attention, par contre, tout ce qui est résidus de paille, etc., lui, par contre, s'enflamme beaucoup. Donc aujourd'hui, la personne qui fume sur le chantier comme elle fait d'habitude, non, pas dans un chantier en paille, surtout pas. Voilà, et puis après, je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, juste deux, trois petites photos qui illustrent des problématiques qu'on a vues de protection à gauche, de protection à l'eau en face chantier où le clos couvert n'était pas fini et la paille a pris l'eau. À droite, un étancheur qui met connaissance avec de la paille en dessous et ça prend feu assez vite. Bonjour, ça marche? Ça a l'air. Moi je vais dézoomer un petit peu, on va être beaucoup moins technique sur cette séquence. Donc Louis Gaucher, je suis chef de projet construction et ville durable à l'EPA Paris-Saclay, donc établissement public d'aménagement. Et l'objectif ici, c'est de vous montrer la question que pose la construction paille et puis le développement des filières de matériaux biosourcés sur le métier d'aménageur et ce qui va évoluer dans notre métier pour essayer de favoriser ces dynamiques et l'émergence de ces nouvelles filières. Quelques mots sur l'opération d'intérêt national Paris-Saclay. Donc nous, en tant qu'aménageurs, on intervient pour le développement de cette opération d'intérêt national qui est à cheval entre l'Essonne et les Yvelines. Pour ceux qui connaissent, on a au sud les quartiers de Moulon, Corbeville, Polytechnique qui sont au niveau des communes d'Orsay, Palaiseau, Gif-sur-Yvette, donc au nord de l'Essonne. Et puis on a aussi des opérations dans les Yvelines, du côté de Versailles, sur le plateau de Satory, et du côté de Guyancourt, donc tout autour de la future ligne 18 que vous voyez en vert sur la carte. Notre objectif, c'est de développer des quartiers de ville qui soient mixtes, en termes fonctionnels, donc avec à la fois un gros programme pour un tiers académique, c'est pour ça que le projet Paris-Saclay est très connu, avec les universités, donc cette partie du programme est livrée aujourd'hui, les grandes écoles, les universités sont arrivées sur le plateau, et puis on a deux autres tiers, un tiers développement économique, avec l'arrivée de laboratoires, d'entreprises qui s'installent sur nos opérations, et un autre tiers sur les logements mixtes et familiaux, qui atterrissent sur l'ensemble de nos opérations. C'est pas anodin puisque on parlait de typologie et de ce qu'on peut faire avec la paille aujourd'hui. Nous, on a eu un gros sujet, c'est qu'on construit essentiellement autour de 25-26 mètres du collectif, et donc ça pose énormément de questions quand on veut construire autrement qu'en béton, sur comment on arrive à répondre au cadre réglementaire et assurantiel que présentait François. Deuxième enjeu pour nous en tant qu'aménageurs, et surtout en tant qu'aménageurs d'État, c'est évidemment de respecter et d'anticiper la stratégie nationale bas carbone et la RE 2020. Notre objectif, c'est évidemment d'anticiper les seuils, et c'est pourquoi aujourd'hui on prescrit d'ores et déjà l'atteinte du niveau 2028 de la RE 2020 sur l'ensemble de nos programmes de logement. Ce palier 2028, il est loin d'être anodin, il est très discriminant aujourd'hui dans la construction, surtout dans le contexte économique qu'on connaît. Et c'est pourquoi on a une grosse réflexion sur comment on se positionne, nous, en tant qu'aménageurs, pour faciliter la vie des constructeurs et faire en sorte de développer au maximum la décarbonation du bâti. Aujourd'hui, on se concentre beaucoup sur la partie gros œuvre, qui nous semble la plus simple
entre guillemets, à décarboner, même si la partie seconde œuvre, on arrive à progresser avec le sujet du réemploi. Parce que la partie gros œuvre nous semble être celle qu'on maîtrise le mieux, notamment grâce aux filières de matériaux biosourcés et géosourcés. Et c'est pourquoi, sur nos opérations, on essaye de mixer des prescriptions, puisque notre rôle en tant qu'aménageur est essentiellement de faire des cahiers des charges, si je le simplifie au maximum. On essaye de mixer des prescriptions de résultats, donc vous devez atteindre le seuil 2028, à des prescriptions de moyens, où on va forcer les constructeurs à construire avec du bois, avec de la paille, avec du chanvre, avec différents matériaux qui sont pour nous les bonnes réponses pour atteindre ce seuil 2028. Pour faire ça, on a besoin, nous, en tant qu'aménageurs, de se réapproprier finalement tout ce qui est l'acte de construire et puis les filières de matériaux. Donc c'est pourquoi on a missionné nos AMO, nos assistants à maîtrise d'ouvrage, sur la partie environnementale. Donc un groupement qui est formé de AMOS, LM Ingénieurs, APAV et puis BMF pour la partie économique, pour essayer de mieux comprendre ces filières et notamment la filière paille. On voulait comprendre à la fois la dynamique de la filière, ses capacités à répondre à nos programmes, puisqu'on a aujourd'hui des centaines de milliers de mètres carrés à livrer. Donc c'est loin d'être anodin comme programme, et on livre, comme je le disais, des bâtiments essentiellement R+5, R+6. Donc est-ce qu'on est capable techniquement, est-ce qu'on est capable réglementairement, est-ce qu'on est capable économiquement de livrer des bâtiments bois-paille, etc. sur nos opérations. Et c'est pourquoi on a mené toute une étude sur laquelle on s'est intéressé à l'acte de construire pour vraiment se le réapproprier, où on a travaillé avec ce groupement et avec une de nos maîtrises d'œuvre urbaines, UAPS, sur qu'est-ce qu'on pouvait faire en paille, quel type de bâtiment, quelles sont les incidences architecturales, quelles sont les incidences urbaines, puisque ça pose aussi des questions avec nos élus, avec nos architectes coordonnateurs de ZAC, pour savoir quelle est l'image des bâtiments qu'on veut livrer, notamment l'image de la façade, qui pose pas mal de questions. Et c'est pourquoi on s'est livré vraiment à cet exercice de maîtrise d'œuvre pour voir tout ce qui était possible, tout ce qu'on était capable de faire, et éventuellement les secteurs, les types, les modes constructifs sur lesquels il fallait qu'on puisse accompagner la filière pour progresser, et pourquoi pas dans des consultations mettre assez clairement on vous encourage à faire des ATEX ou des dispositifs expérimentaux sur les modes constructifs. Donc ça a été un premier pas de notre étude, vraiment se réapproprier l'acte de construire. Et puis on s'est rendu compte beaucoup que nous, en tant qu'aménageurs, au-delà de la contrainte et de la prescription, au-delà de connaître la filière, un des enjeux majeurs, et c'est celui sur lequel François a conclu à l'instant, c'était l'enjeu logistique et comment on arrivait à faciliter la vie des constructeurs sur cette partie logistique. Donc on se concentre vraiment à l'aval avec le côté prescription et à l'amont avec le côté logistique. Notre objectif ici, en sachant que, a priori, la filière paille est une filière qui travaille beaucoup, notamment sur ce type de bâtiment collectif avec une dimension industrielle, c'est de faire coïncider le temps de l'industrie avec le temps du chantier. Ce qui est ressorti aussi de l'étude qu'a menée en partie l'APAV, c'était l'idée que l'industrie produit à flux tendu et il y a parfois des difficultés, notamment de stockage, qui peuvent intervenir sur les chantiers, d'autant plus qu'on ne laisse pas forcément beaucoup de place aux opérateurs pour réaliser leur chantier. Et donc qu'il pourrait être utile qu'on se mobilise en tant qu'aménageur pour réaliser des plateformes pour accompagner le sujet du stockage entre l'industrie et entre le chantier. Ça peut paraître très anodin comme ça, mais en fait, nous, ça vient perturber beaucoup notre métier, puisqu'en général, on divise nos terrains pour les céder et les vendre. On n'a pas forcément l'habitude de se muer en gestionnaire de plateformes, que ce soit de stockage ou que ce soit de réemploi ou autre. Et en fait, ce sujet logistique, on l'a mixé avec d'autres sujets qui nous intéressent beaucoup, qui sont le développement de la construction en terre crue, qui est un autre enjeu sur le plateau de Saclay, étant donné qu'on est gros producteur de terre, et puis le développement du réemploi en grande couronne, qui est une filière qui est très active en petite couronne, un peu moins en grande couronne, d'autant plus sur un territoire où on a assez peu de déconstruction. Et pour toutes ces filières-là, on s'est rendu compte que l'enjeu logistique était majeur, et c'est pourquoi on s'est engagé dans le cadre du programme France 2030 à travailler sur le développement d'une plateforme qui puisse inclure ces trois usages, donc la partie stockage pour accompagner le développement des filières de matériaux biosourcés et en particulier la filière paille, le sujet plateforme de réemploi et le sujet construction de matériaux en terre crue. Donc aujourd'hui, on en est là, on en est dans cette démarche un peu embryonnaire où on va essayer de faire émerger cette plateforme, et l'objectif pour nous, c'est vraiment d'accompagner, au-delà de la contrainte qu'on peut mettre dans nos prescriptions, d'accompagner le développement de ces filières et puis de leur faciliter la vie au maximum pour arriver à nos objectifs. Merci Louis. Et Aymeric Prigent.
Merci. Donc, Aymeric Prigent, moi je suis bureau d'études spécialisé en construction paille, soit en assistance à maîtrise d'ouvrage ou directement dans la maîtrise d'œuvre. Donc là, en l'occurrence, c'est un projet dans lequel je fais partie de l'équipe de maîtrise d'œuvre. Là, c'est pour vous présenter un projet concret qui est en cours de fin de conception, début de consultation des entreprises. Là. Donc c'est la RIVP qui porte en tant que maître d'ouvrage. On est dans Paris 18e. Vraiment donc zone urbaine assez dense, beaucoup de contraintes au niveau du foncier, de PLU. C'est pour ça qu'on a des formes de bâtis qui peuvent paraître des fois un peu surprenantes. Donc voilà, vous avez les différents intervenants en tout cas qui touchent à la construction paille que j'ai cité ici. Alors d'abord on va commencer par une petite vision d'ensemble du projet pour que vous vous rendiez compte un peu de quoi on parle. On est sur un projet donc en R+10, on est au maximum de ce qu'on peut faire en troisième famille. À savoir qu'à la base, ce projet était en 4e famille, mais pour un étage seulement, puisque le PLU ne permettait pas plus. Donc on a fini par enlever un étage pour rester en 3e famille, puisque ça amenait énormément de complexité réglementaire de passer en 4e famille pour simplement avoir un étage. Donc voilà, déjà, ça, dans le contexte, sachez on a dit qu'au-delà de 8 mètres, c'est possible, faut discuter, en gros. 4e famille, ça devient lunaire. Là, vous faites des projets, uniques, en fait. Voilà. Non, parce qu'au-delà de la paille, il n'y a aucune règle de bois au-delà de 28 mètres. Donc, ça pose beaucoup de problèmes. Bref. Donc, au-delà des règles, il y a aussi des problèmes de réalité physique qui fait qu'il faut porter des bâtiments. Et on a la chance en Ile-de-France de ne pas être en zone sismique. Donc, je vous rajoute de la complexité si vous voulez travailler ailleurs. En zone sismique. Et donc là, nous, on a choisi d'être en porteur béton. Dans la table ronde, si vous voulez, on pourra parler d'un autre lot de la ZAC qui, eux, sont en porteur bois et pourquoi ils ont fait ce choix-là et du coup, quelles aussi sont les conséquences. Parce que oui, on est en porteur béton, mais du coup, on a d'autres avantages sur d'autres biosourcés. Et en l'occurrence, c'est que comme la structure est en béton, on gagne pas mal de liberté d'un point de vue façade pour le feu. Donc c'est du poteau-poutre, pardon, je précise quand même, c'est du poteau-poutre béton avec des dalles bois-béton. On a mis le moins possible. En fait, l'idée, c'est d'utiliser vraiment le bon matériau au bon endroit, donc d'avoir des porteurs verticaux sur du R+10 en bois, c'est assez compliqué. Ça fait des grosses sections, il faut les protéger. Enfin, ça fait finalement pas mal de carbone aussi de devoir les protéger. Et puis après, quand il faut gérer également les questions d'acoustique dans les planchers, de ne pas avoir des planchers qui font 50 cm d'épais, etc. Voilà, c'est un compromis. Comme je vous dis, il y a d'autres choix possibles, mais en tout cas, sur cette opération-là, c'est ça qui a été choisi. Et de travailler du coup avec des FOB, donc des façades ossature bois non porteuses. Là, vous avez une coupe et vous voyez qu'il y a une corniche à chaque étage. Et ça c'est assez important en fait pour des questions de feu qu'on verra tout à l'heure. Donc pourquoi le choix de la paille? Alors, à la base, le projet initial, c'était d'avoir des bottes de paille avec enduit extérieur à la chaux directement sur les bottes. Pourquoi ça? Parce que donc on utilisait l'isolant avec l'impact carbone le plus faible de la base Ignies. Bon, juste petite, s'il y en a qui ont relevé tout à l'heure le chiffre, c'était -9 et maintenant on est à -26. C'est pour des questions de ACV statique, ACV dynamique. Là, c'est le chiffre en ACV dynamique, c'est le chiffre qui est utilisé en RE 2020, qui est du coup encore plus favorable. Et l'enduit traditionnel à la chaux, il est pas mal avantageux en fait par rapport à d'autres solutions de revêtement de façade pour faire un règlement de ZAC qui nous imposait un revêtement enduit extérieur. Pardon. Voilà. Au niveau des feux de façade, le fait d'avoir du coup une résistance au feu EI 120 et pas de lame d'air, ça c'est quelque chose qui était très favorable du point de vue incendie. On avait rencontré les pompiers, ils étaient très favorables à ça. Au niveau économique, alors c'est un coût quand même de faire de l'enduit sur paille extérieure et notamment en plus avec des hauteurs pareilles. Mais finalement, quand on compare à d'autres types de finitions extérieures, c'est assez compétitif, voire très compétitif. Finalement, on a pas mal changé. Au fur et à mesure que le projet a avancé, on a un peu changé de solution. Étant donné qu'on est sur un plancher bas supérieur à 8 mètres et qu'il n'y avait aucun essai à la pluie battante sur les enduits, c'est-à-dire que d'un point de vue incendie, ça rassurait tout le monde, mais ça posait des problèmes, en tout cas ça posait des questions d'un point de vue résistance aux pluies battantes et durabilité à long terme des enduits sur des hauteurs pareilles, sachant que
le niveau de détection et, la complexité d'intervention sur un R+10 en centre-ville, si jamais il y a des enduits à reprendre, ça faisait un peu peur. Donc c'était un peu difficile. Ça nous emmenait vers un ATEX. Et pour des raisons de finance et de planning, ce n'était pas envisageable. Donc on s'est rapporté au maximum sur des ATEX existants. Donc on est passé sur, alors qui est sorti pile au moment où on était en fin de la conception, l'ATEX de Yellow sur la paille hachée. Donc je crois que tout à l'heure Yellow vous en parlera un peu plus. Alors ça reste quand même de l'expérimental, hein. L'ATEX c'est marqué dans son nom, c'est une appréciation technique d'expérimentation, donc il y a quand même pas mal de suivi à faire, etc. Mais on est assurable beaucoup plus facilement. Et ça couvre toute la troisième famille, donc ça fonctionne. Et on s'est aussi rapporté sur un autre ATEX pour le revêtement extérieur, comme je vous disais tout à l'heure qu'on devait avoir un revêtement enduit, donc c'est l'ATEX de Stovantec, qui est le seul à avoir un panneau support d'enduit qui monte en troisième famille, sinon tous s'arrêtent à 18 mètres. Et après, on a besoin d'une appréciation de laboratoire, et donc pour ça, on s'est basé sur l'appréciation de laboratoire de Signat, qui, un DTA avec le Weather Defense en écran thermique extérieur, etc. Bon, je ne vais pas faire tout le détail, mais voilà, finalement, on s'est ramené à des solutions déjà existantes, vu que nous, on n'avait ni les moyens ni le temps de faire un ATEX propre à notre projet. Donc, vous voyez qu'on peut quand même faire des choses intéressantes. Alors, du coup, on va focus un peu sur la prévention incendie. Là, vous avez une petite vue de la façade pour vous rendre compte un peu des corniches et notamment, du coup, des débords que ça crée pour la coupure feu. Et c'est quelque chose qui a été très, très apprécié par les pompiers de Paris. À la fois le fait qu'il y ait une section des FOB à chaque étage et également en latéral, puisque les menuiseries, vous voyez, elles vont de plancher à plancher. Et ça, c'est très, très important, en fait, dans le design du projet. Donc la stabilité structurelle, comme je disais tout à l'heure, elle est assurée par le béton. C'est assez facile de faire une résistance au feu 60 minutes avec du béton. Pareil pour les planchers. Ensuite, on a des questions de protection de l'isolant intérieur. Alors ça, c'est extrêmement simple en logement, puisque en gros, un BA13 suffirait pour protéger l'isolant. Donc ça, c'est pas du tout difficile. Mais en général, on a besoin de mettre plus. Donc là, en l'occurrence, on se retrouve avec un BA18 pour des questions de feu de façade. Non pas de protection de l'isolant, mais plutôt de percement de la façade entière pour le feu qui passerait à l'étage supérieur. Donc c'est pour ça que finalement, on a un écran thermique un peu plus gros. Par rapport à l'extérieur, donc comme je disais tout à l'heure, on s'est basé sur le DTA et la pression de laboratoire de Signat, donc avec le Weather Defense extérieur. Enfin, le C+D, donc le fameux C+D qui est une distance au feu, que vous voyez très bien explicité ici sur le schéma. Pour terminer, en conclusion, donc les points forts du projet, comme on a une structure porteuse et des séparatifs horizontaux en béton, ça nous facilite énormément la tâche d'un point de vue réglementaire, assurantiel, et d'un point de vue RE 2020 pour le confort d'été, puisqu'on est très 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 bon en confort d'été. On a l'ossature bois qui n'a pas de rôle structurel, donc c'est aussi plus facile à caser. Les corniches béton, on en a parlé. Les menuiseries toute hauteur, donc qui recoupent la façade en largeur. Ça aussi, c'est un élément assez important pour la sécurité incendie. Et un revêtement de façade qui est incombustible. Par contre, donc, tout notre complexe de façade repose sur des ATEX et des APL fabricants. Donc ça, c'est un point faible d'un point de vue maîtrise des coûts et de la pérennité, parce que tous ces documents-là, c'est des documents qui ont des valeurs dans le temps. Alors normalement, là, on est bon, mais ça veut dire que pour la reproductibilité de ce projet, il faut que les industriels en question reproduisent ou fassent évoluer leurs propres documents. Le coût du revêtement extérieur qui est très onéreux. Ce genre de plaque, c'est très onéreux. Et donc ça amène un petit mot pour les aménageurs. Si vous pouvez ne pas mettre l'exigence d'enduit extérieur, ça fait baisser fortement les coûts de construction. Les ponts thermiques des corniches qui sont assez défavorables. Et puis le revêtement combustible, je ne sais plus pourquoi j'ai mis ça là. Non, normalement c'est bon. On va terminer avec le bilan en RE 2020. Pour voir où est-ce qu'on en est. Donc vous voyez qu'on est en BBio RE 2020 moins 20%. Donc c'est quand même très bon. Et au niveau du confort d'été, comme je disais tout à l'heure, vous voyez qu'on est en dessous du seuil des 350 degrés heure. Donc ça veut dire qu'on est jugé comme totalement confortable, aucun besoin de rafraîchissement. Et ça, pour avoir quelques bâtiments maintenant RE 2020 derrière moi, c'est assez rare. Donc vous voyez, quand j'ai bon matériau au bon endroit, finalement, le pot-to-pot de béton avec FOB, c'est pas mal comme compromis technico-économique. Et le tout environnementalement, là vous avez le bilan en ACV. Alors, pour faire un peu bref, ce qu'on voit, c'est que
le bilan global, on est conforme à RE 2028 pile. Et on y arrive en ayant l'isolant qui a le moins d'impact carbone de la base Nièce, enfin qui est même négatif, c'est-à-dire que plus on a de façade et moins on a d'impact, donc c'est quand même assez fort. Il y a du réemploi, toutes les fenêtres toutes les menuiseries, c'est menuiserie bois, donc on a quand même tout minimisé. Et donc la question qu'on s'est posée, c'est est-ce que c'est possible de le faire en 2031 ? Et la réponse est, ce programme est aujourd'hui, avec les produits qu'on a, est infaisable au seuil 2031. Pour vous redonner un peu une idée de ce qui est possible. Et c'est même pas une question de prix. Hein. Techniquement, on ne peut pas faire ce projet en 2031. Ce projet, hein, je dis pas qu'on ne peut pas faire des autres projets, mais ce projet, avec les contraintes qu'on avait, c'était pas possible. Mais en tout cas, ça montre que c'est assez difficile. Voilà. Donc pour terminer là-dessus, voilà, sur les bâtiments hauts supérieurs R+8, donc c'est un peu difficile en structure bois, aussi bien pour trouver des entreprises, etc. Les sections, comme je disais. Donc le béton est nettement moins cher pour la stabilité et les séparatifs. Et le FOB qui permet de diminuer fortement le lot façade au niveau carbone. Mais ça implique du plâtre pour les doublages. Voilà, donc il y a aussi ce double aspect. Et l'isolant paille qui permet d'atteindre le seuil 2028 malgré tout. Donc ce ne serait pas faisable avec un autre isolant. Je répète, si on remplace la paille par n'importe quel isolant, ce projet ne passe pas le seuil 2028. Merci pour l'invitation, merci à vous d'être là. Armand Dino, donc constructeur bois. Moi, je vais vous présenter un projet d'atelier de fabrication des modules qu'on a vu et dont on a parlé précédemment. Donc c'est une idée qui est venue pour deux raisons. La première, c'est l'augmentation de la demande. Donc là, au vu des présentations, on voit bien qu'il y a de plus en plus de demandes de construction de bois isolé avec de la paille. Et la deuxième, c'est donc décarboner le bâtiment. Les deux sont liés. Hein. Et la troisième, je rajouterais, c'est un peu plus personnel, mais c'est l'économie circulaire. Parce qu'en poussant un peu le trait, les bottes de paille, on peut les chercher à 20 km dans le champ d'à côté. On les met dans nos murs et on utilise du bois de France. Donc on se rapproche d'une économie qui peut être plus circulaire. Donc, qu'est-ce que c'est déjà un service de préfabrication? Donc, vous avez la chaîne du bâtiment. Avant, on envoyait des matériaux sur un chantier avec des hommes, des plans, on construisait. Là, la chaîne, elle se spécialise, elle s'agrandit. Donc, on va faire des plans, des maquettes. Après, on va fabriquer, assembler des éléments. On emmène tout ça sur site et on assemble. Donc, nous, on se spécialise sur une partie de cette chaîne. Avec de l'ossature bois, parce que à la base on est charpentier, donc on est habitué à travailler le bois et la paille. Ça c'est plus récent, mais parce que ça répond à des enjeux environnementaux et d'économie circulaire tout à fait cohérents. On souhaite être au service des constructeurs dans un premier temps bois, le temps de monter en compétences, en qualité, etc. Et après de plus démarcher des gens qui n'ont pas l'habitude du bois, typiquement qui auraient plus l'habitude du béton ou des EG. On vise des marchés publics, privés, différents types de bâtiments, que ce soit des tertiaires, des industriels ou des logistiques, ou bien du logement. Donc cet atelier sera situé à Moissy-Cramayel, donc dans le 77, à 5 km d'ici, donc en plein territoire régional francilien. Donc là, on voit un exemple de caisson. Donc en fait, l'ossature bois, pour faire simple, on fait un squelette en bois, on met une lisse en haut, une lisse en bas et on assemble des montants. Et après, les caissons, on les isole de différentes façons. Donc ces caissons, ils peuvent aller à différents endroits en fonction du projet. Donc on a les MOB, donc c'est les murs ossature bois, ou les FOB. Dans tous les cas, ce seront des murs, mais ils ont des noms différents en fonction de leur rôle structurel. On a des caissons de plancher et des caissons de toiture. Les finitions, donc en fonction de si elles sont à l'intérieur ou à l'extérieur, elles sont à composer, notamment en fonction des enjeux du projet. Typiquement, si c'est un enduit, on ne mettra pas la même chose que si c'est un bardage. Pareil pour l'intérieur, et ça dépend de la destination du bâtiment et des normes qu'on vise. En termes d'isolation, on fait le choix de ne pas se spécialiser uniquement sur la paille, parce qu'on pense que le marché n'est pas tout à fait mature encore pour ça. Par contre, on veut faire que de l'isolant biosourcé, ou en tout cas maximiser vraiment l'isolant biosourcé. Donc ça veut dire de la paille, de la laine de bois, ou de la ouate de cellulose. Donc sur les photos, en haut à droite, vous voyez un caisson de toiture qui passe à la phase donc, de levage. Et donc pour entrer dans un peu plus le sujet de notre savoir-faire, donc la préfabrication. Donc pourquoi la préfabrication? Parce qu'on va simplifier les flux sur chantier. Donc on diminue le temps aussi pendant lequel on va être sur chantier. Donc ça veut dire qu'il va y avoir moins de nuisances. On va pouvoir être dans un local, donc on va contrôler mieux certains paramètres tels que le temps.
On va pouvoir spécialiser la ligne de production et donc avoir des équipements qui vont être plus ergonomiques, diminuer la pénibilité, et tout ça, ça nous permet d'augmenter les rendements et les qualités. Et déjà de maintenir la qualité, et je pense aussi qu'on peut gagner en qualité. On peut aussi pousser assez loin la préfabrication. Typiquement, on pourrait mettre des fenêtres directement dans les murs. Et donc, nous, on fera tout ça dans 800 mètres carrés à Moissy-Cramayel. On va avoir un équipement qu'on voit en bas, donc c'est une cadreuse numérique. Donc, c'est une machine qui assemble les squelettes. Exemple de diminution de pénibilité. Une fois qu'on a assemblé le squelette, on va poser des panneaux dessus. On va appeler ça le couturage. Et souvent, on prend un pistolet. Si on fait ça sur le chantier ou manuellement, on est cassé en deux et on vient mettre nos petites agrafes ou nos clous tous les 15 ou 30 cm. Là, on appuie sur un bouton, c'est la machine qui va le faire en autonomie. Donc, beaucoup moins pénible. On estime notre capacité de production à environ 10 000 m² par an. Et enfin, on aura un BE de production. Donc, attention, ce n'est pas un bureau d'études. Ça nous permettra... par contre, de vérifier que le projet est bien faisable, parce que, comme vous l'avez vu, les projets paille doivent se travailler bien en amont, si on veut que ce soit une success story, d'autant plus si les intervenants ne sont pas habitués à travailler avec de la paille. Et donc, ce BE sera capable de dire oui ou non, ça marche, et comment on l'adapte à notre système de production. Et donc, dans le cadre de cette démarche, on fait partie de la filière hors-site, non, de l'association hors-site, pardon, donc qui pousse la préfabrication assez loin. Donc, eux, ils sont sur le 2D et le 3D. Nous, on fera que du 2D, pardon. Et l'atelier sera... Donc là, on est encore en train de monter la ligne de production. On pense produire à partir de la fin d'année. Voilà. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Yasmine Sediki de l'entreprise Yellow. Un petit mot sur la SIC Yellow. Donc, Yellow est une société coopérative d'intérêt collectif qui réunit toute la chaîne de valeur. Donc, on a les agriculteurs, les architectes, les entreprises de construction, celles qui achètent et mettent en œuvre la paille hachée. On a les bureaux d'études, des promoteurs, des filières biosourcées. La SIC a été créée en mars 2021. On était 16 sociétaires et à l'heure actuelle, on est 130 sociétaires. Donc, l'objectif de Yellow, c'est sécuriser l'économie rurale et offrir surtout une isolation écologique et généralisable. L'objectif d'ici 2030, c'est d'être capable de fournir 10% du marché du biosourcé. Donc, en termes de caractéristiques de la paille hachée, c'est un produit qui reprend les mêmes caractéristiques de la botte de paille, donc qui est simplement haché, aucun additif n'est ajouté, donc c'est du 100% paille de blé haché, compostable et biodégradable. Il peut se mettre en œuvre en insufflation, déversement, soufflage. En termes de lambda, on est sur un lambda de 0,052. On reprend en fait les valeurs de la botte de paille en attendant d'avoir notre certificat CERMI qui est en cours d'élaboration. Donc on l'aura d'ici mars 2025. Donc de part de ses caractéristiques à isoler du froid, elle a un excellent déphasage thermique. Donc on est à plus de 13 heures de déphasage pour 30 cm de paille hachée. Bon, en termes de transformation, c'est quoi? C'est des grosses bottes qui arrivent sur un site de production. Donc, c'est des bottes généralement qui font entre 400 et 450 kg. Elles sont posées sur un tapis. Elles vont être déficelées, broyées, dépoussiérées, puis ensachées. Aucun additif n'est ajouté, ni pour le fongique, ni pour le feu, ou quoi que ce soit. Les coproduits sont valorisés en d'autres choses. Le premier site de production est porté par une coopérative agricole dans la Vienne. Donc, c'est un site de production qui est capable de faire 12 000 tonnes annuelles. Donc, c'est la montée maximale. Donc, 12 000 tonnes, ça représente quoi? Donc, c'est à peu près 500 projets de la même taille du projet de la Chapelle-Charbon. Donc, à terme, la SIC Yellow veut avoir plusieurs sites de production. Donc, le premier site qui, en ce moment, fournit tous les projets, il est dans la Vienne. Mais là, à terme, c'est d'avoir un site de production là où il y a de la ressource disponible et le marché de la construction. En termes de distribution, on est sur une distribution pour les entreprises qui sont formées. Donc, la SIC ne commercialise pas la paille hachée à des entreprises qui ne sont pas formées à la mise en œuvre. Donc, c'est une formation dissociée de la ProPaille. C'est une formation qui se cale sur 2 jours. En fait, on apprend à utiliser la paille hachée en insufflation. Donc, des entreprises formées ou bien les entreprises passent par des sociétaires distributeurs. Donc, c'est des négoces de matériaux écologiques et achètent plutôt au détail. Donc, ce produit il peut être mis en œuvre sur chantier ou en atelier. Bon, là, il y a 2 vidéos, mais on n'a pas trop le temps de les voir. Je vous invite à aller voir sur notre site internet, il y a les 2 vidéos. Donc, un exemple d'insufflation
sur chantier et un autre exemple d'insufflation en atelier en utilisant des tables d'insufflation. Depuis le début de la création de la SIC, on a travaillé vraiment à tester plusieurs matériels disponibles. Donc en fait, il n'y a pas de matériel d'insufflation qui a été développé spécifiquement pour faire l'insufflation de la paille hachée. C'est un matériel qui est déjà existant, qui est utilisé pour la ouate de cellulose, de la laine de bois ou d'autres isolants. La seule spécificité, c'est que la paille a un poids de mise en œuvre compris entre 105 et 115 kg du mètre cube, ce qui fait qu'ils font une machine qui est assez costaud. Donc, c'est des machines qui vont aller de 15 000 à 20 000 euros à peu près. Donc, c'est une solution qui est adaptée pour plusieurs typologies de projets. Actuellement, on est en technique courante pour les murs. J'en parlerai un petit peu après. Ça peut être soufflé dans les cambles, insufflé dans les rampants ou déversé dans les planchers. Donc ça, c'est des exemples de projets qui ont été faits. Je vais pas reparler du tableau, mais bon, vous savez un petit peu. Donc, depuis la création de la SIC Yellow, on a travaillé sur l'obtention de 2 ATEX de KB. Une ATEX de KB permet en fait l'insufflation du produit dans un projet spécifique. Donc, le premier projet qui était sous ATEX de KB est le restaurant universitaire du Crous à Poitiers. Donc, c'est une ATEX qui a été financée par Yellow. C'était des FOB, donc c'est des façades à ossature bois qui ont été isolées sur place et de l'isolation thermique par l'extérieur. Un deuxième projet sous ATEX de KB, pareil, c'était la maison de l'habitat à Périgueux. C'est un R+4, pareil, qui a été porté par Yellow. En parallèle, on a travaillé sur l'obtention d'une ATEX de KA, donc ce qui permet à la paille hachée d'être en technique courante pour un domaine d'emploi spécifique, c'est-à-dire que peu importe le projet, s'il respecte le domaine d'emploi qui est mentionné dans l'ATEX de KA, il est en technique courante. Donc les entreprises qui mettent en œuvre la paille hachée sont assurables pour ce domaine d'emploi. Donc l'ATEX de KA couvre les murs ossature bois conformes au DTU 31.2, façade ossature bois conforme DTU 31.4. Le revêtement extérieur doit être de type bardage ventilé. Donc c'est pour ça qu'ils ont changé un petit peu le mode constructif pour le projet Chapelle-Charbon. Donc cet ATEX est valable pour les bâtiments d'habitation collective et individuelle, des bâtiments à usage de bureaux, bâtiments scolaires, hospitaliers, des ERP. Cet ATEX est accompagné de certaines recommandations, notamment un suivi de l'isolant dans le temps, c'est-à-dire il y a un suivi de non-développement fongique pendant 5 années, où en fait l'entreprise ou la maîtrise d'ouvrage doit venir faire des prélèvements chaque 6 mois, l'envoyer au laboratoire pour vérifier si justement il n'y a pas de développement fongique. Ça, c'est à intégrer en fait dans l'enveloppe de votre projet si vous voulez mettre en œuvre de la paille hachée. Et en fait, la paille peut être mise en œuvre jusqu'à 28 mètres. Depuis la sortie de cet ATEX, on est à peu près sur 35 projets qui ont été faits. Donc parmi les plus gros projets, donc on a le groupe scolaire avec Briand-Bois. On a notre projet qui est en cours dans la région Grand Est avec le Toit Vosgien. C'est un bâtiment collectif de R+10 ou R+11 qui est en cours d'élaboration. C'est pour ça que j'ai pas mis les photos, mais ils seront disponibles sur notre site. Donc les enjeux de la filière. Donc en fait, la SIC Yellow sait que si on veut industrialiser le process et si on veut massifier la construction paille, il faut qu'on arrive à un prix compétitif. Comment on fait un prix compétitif? C'est en faisant du volume. Donc plus de projets en paille hachée, plus le prix va diminuer. Des reconnaissances en technique courante pour plusieurs domaines d'emploi. Là, on a une ATEX qui couvre l'emploi de la paille dans les murs ossature bois et les façades ossature bois. En parallèle, on aimerait travailler sur le soufflage en cambre, l'insufflation en rampant, plancher bas et plancher haut. Et des entreprises pour prescrire et mettre en œuvre. Donc le but de Yellow, c'est aussi de former le maximum d'entreprises pour répondre au marché public et au marché privé pour mettre correctement la paille hachée. Voilà. Bon, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter sur cette adresse mail. Je passe la parole à Aurélien. Avec plaisir. Bonjour à tous, Aurélien, je devais être avec mon collègue Alexandre qui n'a pas pu venir, donc je vais vous présenter moi le projet de l'écoquartier à Bourg-la-Reine. Donc je travaille dans le groupe Briand. Groupe Briand, c'est un groupe qui regroupe à peu près une quinzaine de sociétés. Donc on fait de la construction métallique, de la construction bois et du béton. Donc moi je travaille dans la filiale Briand Bois, donc construction bois qui est basée à côté d'Angers. Donc on a 2 activités. La première, c'est qu'on est lamelliste, donc on fait du lamellé-collé, on est charpentier. Donc on a un bureau d'études où on chiffre avec des chargés d'affaires, on dessine, on fabrique dans notre atelier, ensuite on vient poser la charpente. Ça, c'est la première activité. La deuxième, c'est les murs ossature bois, MobFob qu'on a pu vous expliquer un petit peu avant. Donc on a un atelier également de fabrication pour les MobFob.
Donc voilà pour la présentation un petit peu du groupe Briand. Donc le projet, il est situé à Bourg-la-Reine. Il a débuté en conception début 2023. La construction, enfin les fondations ont débuté début d'année 2024 et la livraison c'est pour la rentrée 2025, septembre 2025. Donc là c'est quelques photos, on va dire, de synthèse du projet. Donc on a 3 bâtiments. On a un premier bâtiment, c'est un gymnase. Le deuxième bâtiment, c'est une école maternelle. Et le troisième bâtiment, c'est une école élémentaire. Et on regroupe une restauration qui est commune à l'école élémentaire et maternelle. Donc on est en R+2. Donc je passerai sur les principes constructifs dans les slides suivantes. En termes de label plus C-, donc on est E3C2, BDF Argent, donc bâtiment durable francilien, donc, que vous connaissez certainement. On a à peu près 7 thématiques qui sont évaluées de la conception jusqu'à la livraison. On est RE 2020 et on a anticipé les seuils 2025-2027. Donc c'est un projet en conception-construction. Donc on est avec différents partenaires. On a un architecte qui est Tetrarch, un bureau d'études AIA. Voilà, on s'est regroupé pour ce projet-là. Donc là, en termes de construction, la structure, elle est en finalisation. On va débuter les corps d'état là dans le prochain mois. En termes de ratio matière biosourcée, donc on est proche de 86 kg par mètre carré. Donc au total, on a à peu près 620 tonnes de matériaux biosourcés. Donc tout à l'heure, j'expliquerai un petit peu ce qu'on met comme matière biosourcée dans ce projet. L'indice carbone de construction, donc on est à peu près 740 kg équivalent CO2 par mètre carré de surface de plancher. Pour info, le seuil C2, vous le savez peut-être, mais il est à 770. Donc on est en dessous. Les principes constructifs. Donc les fondations et la dalle basse, elle est en béton, donc avec notre filiale béton chez Briand. Les noyaux, donc cage d'escalier et d'ascenseur, sont en béton également. Ensuite, la structure, c'est du pot-aux-poutres bois qui sont fabriqués donc, dans nos ateliers à côté d'Angers. En termes de plancher, donc on a du mixte bois-béton. Donc on a différentes typologies de plancher. On a à la fois du béton de bois, donc c'est une innovation aussi, avec le fournisseur CCB Greentech qui est situé en dessous Lyon. Donc en fait, c'est un pain qui fait 10 cm d'épaisseur. C'est des prédales de béton de bois et par-dessus, on recoule. On coule 10 cm de béton par-dessus. Donc ça, c'est une typologie de plancher. On a aussi du plancher 3 plis. Donc c'est du 3 plis qu'on vient poser sur des solives bois. Les solives bois sont espacées tous les 1,20 m. Et on a des connecteurs bois-béton qui font la liaison de tout ça, des connecteurs SBB de chez AIA. En termes de façade, donc c'est du FOB, donc façade d'ossature bois non porteuse. On vient s'accrocher sur la structure bois. Et donc on est avec de la paille hachée. Donc on a travaillé avec Yellow sur ce projet-là. Et on est en insufflation. Donc c'est de la paille hachée insufflée. On s'est équipé d'une machine à insuffler qui peut faire de la paille et les différents matériaux biosourcés, ouate de cellulose, laine de bois également. Donc c'est de la construction totalement hors site pour ces panneaux-là. Et pour les toitures, donc voilà, c'est le béton de bois dont je vous parlais tout à l'heure. On a aussi quelques zones qui sont en CLT. Et par-dessus, on a une étanchéité bitumineuse et qui est végétalisée. Donc là, c'est un petit focus sur les façades d'ossature bois qui sont fabriquées dans nos ateliers. Donc on a des photos qui illustrent la paille hachée qui arrive en provenance de chez Yellow. Donc voilà, on a 5600 m² de façade en paille hachée à insuffler dans nos ateliers. Donc on s'est basé sur la texte de KA existant avec Yellow. C'était niveau timing, c'est pareil, c'était tout juste, mais ça a fonctionné. Le R de la façade, il est de 4,58, alors sans compter le doublage intérieur. On est à 6 à peu près avec le doublage intérieur. Ce sont des FOB qui font 220 mm en structure. Au total, on est plutôt à 420-430 mm. Donc les FOB, on les équipe complètement, c'est-à-dire qu'on a un bardage bois qui est à l'extérieur, qu'on équipe à l'atelier, on met les fenêtres dans le mur ossature bois, on a le pare-vapeur, pare-pluie qui est mis à l'atelier également, donc on contrôle la qualité,
le temps, enfin on n'a pas du tout les contraintes qu'on pourrait avoir sur le chantier. Donc après, quand on vient le poser, on a le doublage intérieur qui vient contre le mur ossature bois et on n'a quasiment pas de finition. Enfin, le but c'est de tout faire à l'atelier. Donc voilà, on a aussi, on a dû en début de chantier gérer une procédure de gestion de l'humidité. Donc c'est un peu ce qu'expliquait tout à l'heure Yasmine, où voilà, tous les 5 ans effectivement, on a créé des trappes dans nos façades ossature bois, dans des locaux techniques qui sont accessibles. Et tous les 6 mois, on ira faire des prélèvements et faire des tests sur la paille pour vérifier qu'il n'y a pas de développement fongique. Donc ça, on a prévu déjà en conception. On a localisé des trappes, on s'est mis d'accord avec l'utilisateur du bâtiment. Et voilà. Et donc la photo là, c'est la première poutre. On a plutôt l'habitude d'une première pierre, mais de plus en plus on verra des premières poutres. Donc bah, c'est un petit exemple du mur, enfin d'une façade ossature bois qui sera mis en œuvre en petits modules. Donc voilà, on a du bardage bois à l'extérieur avec des modés nature. Et puis on a fait un caisson un peu transparent en montrant la paille hachée, c'est un petit peu symbolique. Et puis on a mis quelques chiffres aussi sur le projet. Donc voilà, ça représente 110 tonnes de paille hachée. On a à peu près 300 mètres cubes de bois lamellé-collé, 5600 mètres carrés de FOB, autant en bardage bois. Donc l'intégralité du bardage bois est équipée sur les FOB en atelier. En termes de structure, voilà, on a 5800 mètres carrés de plancher mixte bois-béton. Donc je parlais des typologies de plancher. Donc j'ai parlé du béton de bois. On a aussi des prédales. Donc c'est des prédales qui sont fabriquées chez Brillant Construction, donc notre filiale en béton. Les prédales se posent directement sur les solives bois et ensuite on vient couler un béton de compression par-dessus. Donc c'est une autre typologie de plancher. On a aussi du collaborant dans les circulations pour faire passer les réseaux. Donc voilà, on a réfléchi en conception pour faire une synthèse qui soit cohérente. Et voilà, après en corps d'état intérieur, voilà, on a aussi de la brique de terre compressée. 350 mètres carrés, donc qui est non porteuse, mais c'est des cloisons séparatives de salle de classe. Également des isolants biosourcés dans les doublages intérieurs de FOB. Et puis en peinture également. Voilà, c'était pour donner aussi les autres matériaux biosourcés qui étaient mis en œuvre sur ce projet-là. Merci Alexandre.